Je m'appelle Nina Ramen. En 3 ans, j'ai emmené mon entreprise de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je pensais être difficile sur ce chemin, c'est vendre mon produit, manager des équipes et apprendre la finance. En réalité, ce qui a été difficile, c'est la solitude. Parce que quand on est dirigeante, plus on monte et moins on a le droit de montrer ses doutes. On a une équipe qui compte sur nous, on a des clients à servir et on a des fournisseurs avec qui négocier. Et les seuls endroits que j'ai trouvés où il y avait des personnes comme moi, c'était des boys clubs. Des lieux où il y avait que des hommes qui venaient m'expliquer mon propre travail et qui comprenaient absolument rien à ce que je vivais. Alors depuis 1 an, chaque mois, j'organise des dîners d'entrepreneuses. Je sélectionne 2 entrepreneuses de haut niveau qui viennent chacune avec une problématique. Et pendant une soirée, on s'aide les unes et les autres sur nos business. C'est ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions pour mon business. Alors ce podcast n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus de ces conversations. C'est un endroit vulnérable, authentique, où on apprend. Parce qu'on est à la fois des patronnes, des dirigeantes de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies domestiques, et que parfois, on a envie de s'allonger sur le divan. Bienvenue dans le divan des patronnes. On nous demande souvent de travailler comme si on n'avait pas d'enfants et d'élever des enfants comme si on n'avait pas de travail. Mais on oublie qu'on nous demande aussi d'être des compagnes, des amantes, comme si on n'avait ni l'un ni l'autre. Or, la charge du couple, la charge de la sexualité, la charge émotionnelle, elle est majoritairement portée par les femmes dans les couples hétéros. Aujourd'hui, je reçois Élie Estrel, aussi connue sous le nom de Cœur de Michto, créatrice de contenu, qui explore l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre entre les relations femmes-hommes. Et le constat est clair, l'amour, et plus précisément le sexe tel qu'il est pensé dans nos relations hétéros, c'est du travail. Et ce travail, il est porté par nous. C'est en rejoignant la confrérie des putes que toi, Élie, tu as pris conscience de cette réalité. On offre souvent gratuitement ce qui, ailleurs, a une valeur marchande. Ce que beaucoup d'entre nous donnent par amour, par habitude, de manière inconditionnelle, comme on dit. D'autres femmes, elles, le facturent et tu les as vues, tu les as fréquentées, tu les as connues. C'est de là que tout part, parce que ce savoir, ces connaissances, ces compétences des putes, tu réalises que ce sont les mêmes que celles qu'on attend de nous pour être une femme désirable dans un monde patriarcal. Dans cet épisode, on va parler de ce que tu as découvert en rejoignant cette confrérie, de la valeur cachée de notre travail émotionnel, intime et relationnel, et de comment on peut ensemble rééquilibrer peut-être ces rapports. Personnellement, j'ai découvert ton travail en mars 2024 et ton compte m'a littéralement bouleversée. J'ai eu un moment de vertige en réalisant à quel point ce que tu racontais et les dynamiques hétérosexuelles résonnaient dans ma propre vie. Je passais mes journées à chercher plus de temps, plus d'énergie, plus de concentration. Et en parallèle, je gérais un business, un enfant, une maison et un couple, comme si tout ça pouvait tenir dans une seule journée sans que personne n'essaye de payer l'addition. Une des plus grosses révélations que j'ai eues, c'était la suivante: mettre du contrôle sur ce que j'offre gratuitement dans ma vie domestique et affective. Arrêter d'être dans l'over-give, arrêter de me vider pour mériter l'amour ou maintenir l'équilibre, et surtout arrêter d'avoir honte de mesurer ce que je donne, y compris dans l'espace du couple et de la famille. Parce que oui, je mesure, et à chaque fois que je le dis, on me sort « Mais Nina, quand on aime, on compte pas ». Et moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Quand on aime, on compte, et je crois que c'est la clé pour sortir du patriarcat. Alors Élie, je suis très heureuse, je suis ravie. Merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Et ma première question sera la suivante. Tu dis que ce sujet, le fait que l'amour, le sexe, le soin, c'est du taf, ça va même plus loin que juste se préoccuper de la répartition des tâches domestiques, puisqu'on dit que le féminisme gère la répartition des tâches domestiques, gère l'égalité salariale. Mais pourquoi tu dis que s'intéresser à ces sujets-là, ça va plus loin que juste parler du partage des tâches ou parler de l'égalité salariale? Je pense que le partage des tâches et l'égalité salariale, ça a été très théorisé par les mouvements féministes. On commence à être... ça va, ça a été bien théorisé, la plupart des gens sont au courant maintenant. Et en fait, petit à petit, plus on avance, plus on se rend compte de l'ampleur du déséquilibre. Moi, c'était ce qui m'avait choquée. C'est-à-dire que quand je suis l'histoire de Cœur de Michto, le personnage que je suis au début, je suis en mode genre, bon, bah, moi, je suis une meuf féministe, j'ai tout compris, le patriarcat, nanana, je n'épile plus. Enfin, je me pensais genre une féministe accomplie, quoi, une nana qui ne sait pas marcher sur les pieds. Et en fait, découvrir que pas du tout, qu'en fait, j'étais comme tout le monde avec des conditionnements qui me poussaient à donner beaucoup trop. Et quand je vois le beaucoup trop, que je mesure combien ce beaucoup trop, c'est pour ça que j'aime beaucoup quand tu dis le truc de compter, effectivement. En fait, il a fallu mettre des chiffres dessus pour voir le truc et me dire, mon Dieu, mais c'est
abyssal en fait, c'est abyssal. Pour moi, ces questions-là du partage des tâches, c'est des outils pour comprendre et en fait, on n'a pas du tout fini de comprendre jusqu'où ça allait cette inégalité. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour du partage des tâches, domestiques et d'ailleurs qui sont même étudiées. On sait, combien d'heures, font les femmes de tâches domestiques en plus que leur mari, ou leur compagnon par semaine. Il me semble que c'est, 7 heures. On sait que c'est 24 de moins, de salaire, mais ce que tu dis, c'est qu'on sait pas forcément, il y en a pas encore de données sur tout ce qui se joue, derrière, et que c'est le niveau d'après, en fait. C'est le niveau d'après qu'il faut qu'on aille, conquérir, explorer, qui est de l'ordre de l'intime aussi et que peut-être on ose moins mettre, dans la sphère publique et toi, c'est quelque chose que tu fais énormément et que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, le Divan des patronnes, c'est un espace où on partage du savoir, entre femmes parce qu'on pense que c'est une des clés d'émancipation du patriarcat. Moi-même, j'organise, des espaces, en non-mixité, des espaces où les femmes, elles se partagent, elles se font grandir et cetera. Toi, tu as vécu exactement ça, on en parlait en intro, dans la confrérie des putes. Finalement, tu arrives dans un espace de transmission, de déconstruction et de sororité. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter cette arrivée dans la confrérie des putes? C'était assez ouf parce que du coup, c'était un espace où on pouvait parler de choses avec qui... Enfin, c'était des sujets qu'on ne pouvait pas aborder ailleurs, en fait. Et moi, OK. j'ai vraiment eu le sentiment, si j'avais pas eu cet espace où je pouvais parler de de ce qui se passait avec les clients, je crois que j'aurais pété un câble. Enfin, vraiment, j'aurais ce truc un peu enfermé. Et là, c'était ouf. On peut en parler, c'est juste... Les personnes en face savent de quoi je parle. Elles me fétichisent pas pour ça, c'est-à-dire qu'elles sont pas en train de dire « Oula, c'est super intriguant, c'est super exotique ». C'est juste, pour elles, c'est juste super banal, c'est leur taf aussi. Ouais, c'est clair. Et surtout, il y a ce truc de cette connexion. Pour moi, il y a vraiment... En fait, ça existe dans plein d'endroits, hein, mais ce truc du syndicalisme où en fait, on a vraiment une force de frappe ensemble et puis l'intelligence collective ensemble aussi qui joue là-dedans. C'était trop bizarre de me dire, bah oui, pourquoi je pensais que dans ce boulot-là, il n'y aurait pas la même chose que dans d'autres boulots où il y a aussi ces trucs où on se met ensemble en mode genre, bon, bah, comment est-ce qu'on défend nos droits ensemble? Comment est-ce qu'on négocie les rapports de force avec les... Alors, il y a des métiers où on va négocier avec les patrons, là, c'est négocier avec les clients. Bah, c'était... bizarrement aussi trivial que ce qu'on peut retrouver dans n'importe quelle corporation. Moi, ce qui m'a énormément étonnée, parce qu'au début, j'avais vraiment le sentiment, tout ce qui était... Enfin, j'avais des idées reçues, en fait, sur le domaine, et je pensais qu'il y avait beaucoup de concurrence et qu'on se tirait beaucoup dans les pattes. Ouais. Et je vais pas dire que c'est 100% faux. Il peut y avoir des mécanismes de concurrence, mais j'ai été vraiment très touchée du niveau de sororité qu'il y avait dans ces espaces-là. Ouais, justement, à quoi tu as accédé, en arrivant dans cette confrérie? Donc juste pour le contexte, pour les personnes qui nous écoutent, toi, tu es arrivée là-dedans parce que tu as commencé dans un métier, enfin, tu démarrais dans un métier du travail du sexe, c'est ça? Donc c'est comme ça que tu es arrivée dans cette confrérie finalement, comme elle et tu arrives donc avec ces femmes qui font ce métier-là depuis plus ou moins longtemps. À quelle connaissance, toi, tu as accédé que tu pensais pas possible? Qu'est-ce qui t'a vraiment retourné le cerveau à ce moment-là quand tu arrives? C'était quoi tes révélations dans l'arrivée de la confrérie des putes? Tu vas voir à quel point c'est pas original. Ouais, ouais. Le premier conseil où j'ai fait « Waouh, c'est si simple », c'était « On se fait payer au début ». Incroyable. Ouais. En fait, le truc, c'est que on rentre là-dedans pour plein de raisons différentes, mais quand même, on y rentre avec nos conditionnements et notre conditionnement par rapport aux hommes Bien sûr. et toute notre injonction à être séduisante, gentille, etc. Et du coup, bah, en fait, généralement, quand on rentre là-dedans, on se fait beaucoup pigeonner, quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas faire, parce qu'on se dit « mais c'est pas poli ». Et donc, du coup, juste avoir des collègues qui disent « comment ça, c'est pas poli de demander à se faire payer dès le début ?» Enfin, c'est-à-dire, c'est pas poli d'être payé pour son travail. Bah, tu sais, tu dis telle phrase et ça passe, quoi. Et c'était vraiment ça, c'était juste dire, bah, t'es pas à l'aise de faire ça, bah, moi je le dis comme ça. C'était des exemples de phrases, en fait. C'était moi je le dis comme ça, moi je fais comme ça, moi j'ai tenté ça, ça a plus ou moins marché. Et du coup, il y avait des trucs un peu plus tangibles, quoi. J'avais moins le sentiment de devoir me dépatouiller toute seule pour que ça se passe bien. Et
C'était à la fois des conseils très pratico-pratiques sur la partie gérer un business en fait, et qu'on trouve dans n'importe quel business. Bah, c'est marrant parce que ce que tu décris, je reconnais exactement les échanges que je peux voir entre mes clientes. Hein. Tu vois, alors c'est un business comme un autre, mais c'est ok. En fait, moi, j'arrive pas à augmenter mes prix. Bah, comment tu fais pour augmenter tes prix? Ah bah, arrête de te faire payer à la fin. Enfin, c'est la même chose. Tu vois, là, on parle du travail du sexe, mais à la réalité, c'est que c'est applicable. Même mes clientes, elles sont dans les mêmes sujets, les mêmes problématiques, et avoir quelqu'un d'autre qui t'explique juste, comme tu dis, la phrase que toi, tu vas simplement pouvoir voler et répéter pour te décharger mentalement et te dire, bah, ça marche pour elle, vas-y, je plug, je play. Ben, en fait, tu progresses beaucoup plus vite, quoi, quelque part. Oui, c'est un accélérateur. C'est vrai qu'en plus, moi, je me rends compte que toutes les étapes, par exemple, quand je me dis, bon, je commence dans ce domaine, qu'est-ce que je vais faire? Ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas pensé comme ça, mais après coup, je me dis, oui, bien, je viens de faire une étude de marché, en fait. Genre, quel est le tarif des collègues? Qu'est-ce qu'ils se proposent? Où est-ce qu'on annonce? Enfin, c'était genre juste exactement les mêmes étapes. Et bon, alors après, du coup, moi, il faut vraiment que je le rajoute à chaque fois. Ouais. C'est pas parce que quand on travaille dans ce domaine, on le vit comme un travail normal, que c'est un travail classique. Vraiment, moi, je le dis à chaque fois, je le dis dans mon podcast et je le rajoute à chaque fois en disant, je ne conseille pas ce boulot. C'est une carrière qui est très dangereuse, qui est dangereuse d'un point de vue risque physique, risque psychologique, beaucoup. Mais justement, qu'est-ce que ça révèle, en fait, le fait que ce soit si dangereux comme travail de nos rapports Qu'est-ce que tu as découvert peut-être de nos rapports? Qu'est-ce que ça révèle de nos rapports? À la fois le fait que ce soit dangereux, déjà, à ton avis, déjà, dans nos rapports hétérosexuels. Je pense que si on était dans un monde genre vraiment idéal, où on était genre en mode genre post-féministe, genre vraiment les féministes ont fait tout le boulot, il n'y a plus rien à faire, tout est genre nickel, il y aurait beaucoup de dangers qui n'existeraient plus. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de dangers qui existent du fait du sexisme ambiant, en fait. Hein, genre vraiment, je sais que par exemple, quand j'avais commencé à structurer le podcast, de quoi je voulais parler, je voulais vraiment parler de la question thune, parce que pour moi, c'est vraiment le truc le plus... On va y venir. Non, mais c'est vraiment... Ah oui, non, vas-y. Allons-y après, mais pour moi, c'est un peu... Quand on a un problème en maths qu'on ne comprend pas, souvent, la solution, c'est de dire, bon, ok, transformons l'intitulé avec de l'argent, on te donne tant, tu reçois tant, fais le calcul. Il y a un truc concret avec l'argent, en fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus tangible. Et dans les choses dont je voulais parler, il y avait plein de trucs, il y a des trucs qui ont sauté parce que je voulais aller à l'essentiel. Il y avait le fait que il y avait tout un langage autour de l'argent dans ce domaine-là qui était très implicite. C'est-à-dire que même dans les annonces, en fait, on ne peut pas dire quel est le montant de la passe parce que sinon, toutes les lois, en fait, faire du travail du sexe, c'est légal. Par contre, faire appel à une travail du sexe, c'est pas légal. Et donc, du coup, la façon dont les lois sont imbriquées font qu'en fait, on va se retrouver bloqué sur des trucs qui sont censés... On dit, ok, donc en fait, j'ai le droit de me prostituer, mais j'ai pas le droit de dire combien ça coûte. En fait. Genre, ok, très bien. Donc, par exemple, on dit en nombre de roses, en fait. C'est un langage, en fait. C'est X roses pour tel prestat, quoi. D'accord, ok. Donc, en fait, tout ce langage au niveau de la question financière, tout est toujours ultra sous-entendu. Donc, il y a la question sur les annonces, mais il y a aussi la façon dont en fait, on en parle avec les clients. Où en fait, le but, c'est presque de leur faire oublier qu'ils payent. Parce qu'en fait, il y a un truc un petit peu, le fait qu'on rajoute la question de l'argent, il y a quelque chose dedans qui bloque, en fait, qui a un tabou. Et donc, du coup, en fait, tout le monde est d'accord pour ce qui va se passer, mais l'argent va être dans une enveloppe et on va compter à l'écart pour vérifier qu'il y a assez et pas le faire devant le client. C'est-à-dire que si on visibilise l'argent, soit c'est qu'on a vraiment un personnage bas les couilles, et les nanas bossent pas toutes avec le même persona. Il y a des nanas qui sont très sensuelles, d'autres qui sont vraiment en mode genre rentre dedans, rien à foutre, rien n'est tabou. Mais je sais que moi, en tant que dominatrice, quand je commençais à visibiliser la question du pognon, c'était pour humilier le client, en fait. C'était vraiment... Enfin, c'était que dans ce contexte, quoi. Oui, il y avait pas d'autre raison de le faire, en fait, parce qu'en fait, tout était tellement compliqué, c'était pas poli que j'en demande, c'était pas poli que j'en parle, donc je me faisais bien plaisir quand il fallait remettre la vis pour en parler bien comme il fallait. Et ces conventions, finalement, elles coûtent à qui ? Le fait d'en visibiliser. Elles nous mettent une balle dans le pied à nous, en fait. C'est vraiment... y a plein de collègues qui disent, en fait, j'ai pas osé regarder combien il y avait dans l'enveloppe parce que c'était pas poli, et après, je me suis rendu compte qu'ils m'avaient payé que la moitié, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Et toi, tu as choisi l'inverse. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant dans ton podcast et dans le contenu que tu crées. Tu visibilises, tu as pris le contre-pied en sortant aujourd'hui de ce travail, de ce contexte. Tu replonges dans ce que tu as vécu et tu visibilises le travail et le coût du travail. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi la grille
tarifée déjà des putes et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as comparé cette grille tarifée des putes à la norme hétérosexuelle qui se fait? C'était quoi tes prises de conscience dans la visibilisation de l'argent qui, malgré le fait que face aux clients, elle soit très invisible, en fait, dans la confrérie des putes, il y a une grille. Et c'est tant de roses, c'est tant de trucs, c'est tant de trucs. Donc c'est très clair dans votre confrérie. L'argent est très visibilisé. Quand tu as vu cette grille très visible, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Il s'est passé ça. Je me suis rendu compte de la quantité des choses que je faisais gratuitement par culpabilité. Ah oh. Ou parce que je pensais que ça valait rien, etc., pour essayer de me faire accepter, etc. Et me dire, mais ça coûte si cher que ça. Comme quoi, par exemple? Alors moi, ce que j'aime bien donner comme exemple, parce que je le trouve assez... ça, c'est vraiment... Je pense que c'est celui qui, quand on écoute le podcast, c'est le moment où les meufs, elles font « What ?» Et genre, ça rate pas à chaque fois, c'est le prix d'une nuit. Parce qu'en fait, on a tout un truc, on a des petits trucs, des petits échantillons, on a le coût de la photo qu'on envoie, etc. On a des trucs qui sont moins impliquants. Et en fait, la nuit, il y a un côté, souvent, c'est la presta la plus chère. Alors après, les nanas qui sont high level, elles vont aussi proposer des trucs genre, tu m'emmènes en vacances, et là, le temps est plus long, et là, on négocie différemment les tarifs. Mais la nuit, c'est un truc un peu emblématique de quand on propose des trucs qui sont chers. Parce que la nuit, en fait, on propose du temps qui n'est pas du temps sexuel, en fait. La nuit, c'est ok, on va avoir une passe, peut-être deux, on va aller au resto, on va dormir ensemble, on va se réveiller, on négocie tout ça, mais en fait, dans la nuit, en fait, il y a le temps où on dort. Complètement. Et quand on vend entre guillemets une nuit, on vend pas 12 heures de sexe. Non, c'est clair. Des fois, les gens imaginent que le client paye à ce qu'il veut. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais et du coup, le prix d'une nuit, alors, il y a des histoires d'inflation. Moi, ça fait longtemps que je suis plus dans ce domaine, etc. Donc, je sais que les fourchettes ont bougé. Mais pour donner un ordre de prix, moi, quand je bossais, la nuit, c'était jamais à moins de 1000 balles, quoi. Et là, je me suis rappelé des trucs où il y avait, ok, le gars, on a fait un date, je lui dois bien du sexe, on va rester ensemble, genre pour la nuit. Et puis, du coup, moi, je suis là en train de faire mon show, c'est vraiment pour me faire valider. Et après, je me dis, ça valait 1000 balles, tout ça. Pour moi, la grille tarifaire, il y avait vraiment eu un moment où je me suis dit, il n'y a pas de raison que je fasse ça, si c'est un truc qui est payant et qui vaut autant, si ça ne m'apporte pas, moi, beaucoup, en fait. Il n'y a pas de raison que je le fasse pas si ça ne m'amène pas un énorme kiff, de l'argent éventuellement. Mais genre, pourquoi je le ferais en échange de pas grand-chose, en fait? Il y a vraiment eu un truc de... je commence à visualiser qu'est-ce que moi j'apporte sur la table et ce qu'il y a en face, parce que les gens en face, ils apportent aussi quelque chose. Bien sûr. Mais moi, ce que je voyais, c'était l'énorme déséquilibre qu'il y avait, quoi. Dans des contextes de relations qui n'étaient pas des relations de passe ou de nuit tarifée, quoi. C'était vraiment dans la Ellie qui a découvert la grille des putes. Qu'est-ce qu'elle dirait à la Ellie qui ne l'a pas encore découverte, tu vois? Ça, c'est un truc vraiment que je retrouve. Enfin, je suis pas la seule à avoir ce ressenti-là. En fait, quand on bosse et qu'on le fait payer, au bout d'un moment, en fait, on n'a même pas besoin de calculer. Quand on est en train de faire un truc qui coûte et en fait, on n'est pas en train de faire de l'argent parce que c'est dans le domaine bénévole, les bénévoles de l'amour, on se dit, oula, j'ai l'impression d'être en train de travailler gratuitement. J'ai l'impression d'être au taf, mais je suis pas au taf. Là. Il y a une espèce de truc un peu où on se dit, qu'est-ce qui se passe? Quand tu avais du dating, quoi, par exemple. Ouais, carrément. C'est vraiment ce truc-là dans la vie perso. Et du coup, en fait, on est nombreuses, après avoir été travailler du sexe, à dire, bah, par exemple, le plan cul, ça m'intéresse plus des masses, en fait. Genre, s'il y a... Enfin, alors, c'est pas le cas de toutes les nanas. Il y a des nanas qui sont très cul, qui sont très en mode, genre, moi, j'adore m'amuser, etc. Je veux pas caler ça sur tout le monde, mais on est nombreuses à dire, mais en fait, moi, s'il y a pas la charge émotionnelle, etc., qui, moi, m'apporte beaucoup, c'est là où je trouve mon compte, bah, je vois pas pourquoi je ferais ça juste pour du cul. Enfin, du cul, si j'ai besoin d'en avoir, ça va, j'ai pas de problème à en trouver. Enfin, genre... Ou sinon, il faut qu'il soit quand même à un standard de très bien, quoi. Et donc, la moyenne du sexe qui est offert aux femmes, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. C'est la moyenne du sexe soit qui est le offert. gars est incroyable, en mode genre, vraiment, le gars est à un stade où il pourrait être professionnel. Soit c'est que je suis là parce que j'ai des sentiments, parce que le gars a pris le temps de me romancer, de me balader à des endroits sympas, de me proposer des trucs cool, quoi. Enfin, Et le fait de découvrir cette grille tarifée, qu'est-ce que ça a révélé de la manière dont les rôles ils sont distribués et des attentes implicites? Parce que là, tu disais, tu parlais de ce que ça représentait comme charge pour toi d'avoir du sexe en dehors
voilà, dans ta vie perso. Mais finalement, qu'est-ce que ça t'a révélé de la manière dont les rôles sont distribués dans les relations hétérosexuelles, dans le patriarcat, dans la ville, dans le monde dans lequel on vit, quoi. Je pense qu'on sous-estime beaucoup la valeur de ce qu'on apporte. Ouais. Qu'il y a vraiment une espèce de dévalorisation Ouais. de la valeur meuf, quoi. Ouais. Et une inflation de la valeur mec. Ouais. Je sais pas si le terme est utilisé dans le bon sens, mais non, c'est vraiment ce truc. Ouais, tu peux creuser un peu cette histoire de dévalorisation de ce que les meufs apportent, et donc peut-être elles se rendent pas compte. Donc là, on a parlé du sexe, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que les femmes apportent dans le couple et qui ne sont pas valorisées, par exemple? Là, tu vois, je parlais de ce que j'avais vu dans Ouais. la question du travail du sexe, et après, je me suis dit, ok, dans les relations, comment je transpose ce truc de j'ai plus envie de donner trop en échange de pas assez. Et en fait, on se rend compte que les nanas, elles ont plein de réflexes qui sont dans d'autres domaines que le domaine purement sexuel, tu vois, Ouais. mais qui sont ce truc de je vais faire les choses à mon désavantage, je vais le faire pour obtenir l'attention de l'autre parce que l'attention de l'autre vaut énormément. Et ça, c'est ce que je trouve terrible, vraiment ce que je trouve terrible, et c'est un peu ce qui tabasse les mecs quand ils écoutent le podcast, c'est je vais faire tout pour qu'ils s'en rendent pas compte. Je vais faire tout pour qu'ils se rendent pas compte que ça me coûte, que je veux son attention à tout prix et que je serais prête à faire beaucoup de choses pour son attention. Ce qui fait qu'en fait, dans l'échange, non seulement il y a ce truc de tout ce qu'on fait, on ne reconnaît pas la valeur que ça a, on se rend pas compte que pour l'autre, ça a de la valeur aussi. En fait, on a l'impression que c'est genre juste la base. T'as un exemple de ça, par exemple, pour que de manière concrète, on Ah s'en oui, rende compte. j'ai un bon exemple. Ah. J'ai un bon exemple. Là, je vais parler des applis de rencontre. J'ai beaucoup de nanas qui m'ont dit les applis de rencontre, c'est un enfer pour moi. Parce que quand on est en train de discuter, là, le moment où on se découvre, c'est ultra fatigant. C'est vraiment une partie qui est pénible, etc. Et à un moment, je dis mais pourquoi c'est pénible en fait? Et souvent, en fait, on se rend compte que c'est pénible parce qu'elles sont en train de leader une conversation où l'autre ne rebondit pas, où l'autre ne pose pas de questions intéressantes, où l'autre ne s'intéresse pas vraiment à elle, mais que à la possibilité qu'elle arrive dans son lit. Alors, tous les mecs font pas ça, mais en fait, il y en a une grande partie qui le font. Et en fait, quand on se met une exigence de faire en sorte que la conversation soit intéressante pour l'autre, alors que l'autre, il met pas grand-chose dedans, là, on est déjà en train de taffer, en fait. Oui. On est déjà en train de taffer, et en fait, quand on est dans une discussion où le taf n'est pas égal, Oui. Normalement, si on n'avait pas de problème on surestime ce que les gars amènent et on sous-estime ce que les meufs amènent, juste la nana, elle dirait « Oh, il a pas l'air très intéressé, next », tu vois, sans pression. Vraiment que lui, il n'était pas autant dans la conversation. Et d'ailleurs, tu parles des applis de rencontre, mais c'est valable dans la vraie vie. Quand toi, tu vas parler avec un mec qui va te répondre oui ou non, que ce soit ton gars ou que ce soit un gars du dating, c'est l'énergie que la nana va mettre dans la conversation versus que lui la mettrait, quoi. Et malgré ça, elle continue la conversation. C'est ça que... Oui, c'est ça. Et elle la continue en se sentant un peu en mode genre, faut que je trouve des bons sujets, des trucs intéressants, machin. Elle se met une pression, en fait. Et c'est épuisant. Faut arrêter de faire ça. Faut plus le faire. Faut vraiment, vraiment, je trouve que la première étape, en fait, quand on se rend compte de qu'est-ce que ça coûte, c'est juste ne plus faire. Et c'est une première étape qui est, là pour le coup, c'est pas faire un truc différemment, difficile et ça, juste dire qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes de faire ça. Ça semble simple, on se dirait juste arrêter de faire un truc, c'est pas très compliqué, tu vois, en termes d'énergie qu'on met dedans. Et en fait, souvent les meufs, elles me disent quand j'arrête de faire, je me sens vraiment pas très bien en fait. Et c'est là qu'on voit l'ampleur du conditionnement, de se dire en fait, on t'a tellement dressé à faire ce truc-là qu'en fait, tu te sens coupable si tu le fais pas. Alors qu'il n'y a pas de raison, en fait. Genre, juste, le gars pose pas de questions, pourquoi t'en poserais? Enfin, genre, t'as signé un contrat ou enfin, c'est clair. T'es pas là pour le divertir, en fait. Tu vois, il y a un truc un peu... Enfin, pour moi, c'est vraiment ça que j'ai trouvé difficile, c'est de me rendre compte que la charge émotionnelle qu'il y avait derrière à me sentir coupable si je le faisais pas, à me sentir obligée de le faire, alors qu'en fait, factuellement, j'étais face à des gars qui m'avaient pas demandé ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est vraiment un espèce de truc où on me dit, mon rôle, c'est ça. Et même si le mec en face n'est pas d'accord pour ce rôle, même si le mec en face, il a envie d'égalité, il a envie qu'on soit dans un truc où tout le monde s'éclate, moi, je suis là en train de me dire, en fait, si je le fais pas, je me sens super mal, quoi. Ouais, je vais anticiper son Et c'est désir. un travail aussi, ce truc de je dois en amont me dire qu'est-ce qui... Enfin, tu vois, genre, essayer d'imaginer comment ça va se passer, quelles sont les attentes, quel est le genre de truc dont il aimerait parler. Enfin, il y a tout ce travail, c'est pas seulement faire cette discussion qui est chiante, mais c'est aussi anticiper les besoins de l'autre. Et c'est une charge de travail. Emma en parlait dans la charge mentale. C'est là une BDiste, on dit. Oui. Qui était super connue sur Insta, qui a fait un gros buzz. Je trouve ça génial parce qu'en fait, elle a réussi à faire comprendre la charge mentale à des meufs qui n'étaient pas féministes. Moi, je me rappelle d'une pote qui était en mode genre ça l'intéressait pas. Elle dit oui, bon, les féministes énervées, etc. Puis à moi, elle me dit attends, j'ai vu cette BD, faut que je te montre. C'était incroyable, tu vois, ce qu'elle arrivait à percer sur le sujet. Je vais mettre une boule de vulnérabilité pour te raconter deux, pour te raconter justement en parlant de
de charge mentale qu'on va prendre dans le dating, mais de manière générale. Moi, dans le contexte du dating, à l'époque où je datais, je faisais une liste de sujets de conversation potentiels que j'allais pouvoir mettre avec le mec pour anticiper les sujets de conversation parce que je m'étais investie de ce rôle-là. Et c'est pas ni moi ni là toute seule, hein, c'est parce que la société m'a conditionnée à me préoccuper de ça. Mais tu te rends compte, j'avais des listes de sujets de conversation, quoi. Et tu t'étais vraiment préparée. Ouais, parce que ça me stressait beaucoup aussi de me dire que je saurais pas de quoi parler, etc. Voilà. Enfin, aussi parce que c'est agréable pour moi d'avoir des choses qui sont structurées, standardisées, mais toujours est-il que j'avais quand même cette préparation mentale de me dire, ok, de quoi je pourrais parler, et comme tu dis, c'est un taf, quoi. Et de la même manière que, tu vois, là, j'ai préparé notre échange, mais c'est normal, c'est un cadre pro, etc., dans lequel j'ai opéré un échange, mais tu te rends compte que voilà, je prenais ce travail-là pour que le mec passe un bon moment, en fait. Sur ton temps libre, en fait. Sur mon temps libre. Tu taffes sur ton temps libre. Ouais, je taffe sur mon temps libre. Et le jour où j'ai pris conscience de ça, et c'est notamment en lisant tes contenus que j'ai été hyper frappée. Et en plus de ça, il y a la deuxième chose, c'est, donc là, on parle du travail de divertir de ma présence sexy. La personne avec qui je suis. Et ça peut être aussi physiquement, le temps que ça peut te prendre de te préparer, combien ça te coûte de te coiffer, de t'habiller, de ci et de ça. Et l'autre chose aussi, c'était tout le travail émotionnel. C'est-à-dire que le temps, et c'est valable aussi, pas forcément que dans le dating, mais aussi dans des relations hétérosexuelles, tout le travail émotionnel que les femmes peuvent faire au service des hommes avec qui elles sont pour les aider à exprimer leurs émotions. Est-ce que, aujourd'hui, dans Cœur de Michto, qui est ton podcast et aussi ton accompagnement, est-ce que tu vois des femmes qui investissent ces rôles-là, par exemple, de faire parler les hommes de leurs émotions? C'est quoi les choses un peu récurrentes? Ouais, il me parle pas de ses émotions, etc. Ah oui, c'est vraiment c'est un gros sujet. Hein. C'est vrai que c'est moi ce que j'avais trouvé intéressant, la question du prix, en fait. Ouais. Ce que je trouvais vraiment frappant, c'est que je voyais bien, en fait, que ce qu'on monnayait, c'était pas que le sexe. Je voyais qu'on monnayait plein de choses. On monnayait la présence, on monnayait l'écoute, on monnayait, en fait, quelque chose de beaucoup plus large, et de me dire, ok, là, je me rends compte qu'en fait, ce qu'on fait, c'est pas juste, on simule parce que ça fait du bien à son ego, mais c'est effectivement, on se prépare, on fait en sorte qu'il passe un bon moment, que psychologiquement, s'il y a des choses à dire, on est là pour l'écouter, machin, etc. Ouais. Et c'est vraiment le cumul des métiers. En fait, on a une quantité de casquettes là. On est psychologue, pute, dans le sens vraiment trivial du terme, etc. Mais enfin, genre vraiment, c'est se dire, mais ça s'arrête où, en fait? À quel moment on a le droit d'être juste pas au taf? C'est clair. Justement, c'est quoi la girlfriend, ce que tu appelles la girlfriend expérience? Ah, mais ça, je trouve ça génial comme terme parce que ça visibilise vraiment super bien le fait que... donc la girlfriend expérience, c'est un terme qu'il y a dans le monde du travail du sexe, c'est-à-dire qu'il y a un peu deux écoles. Il y a la partie où on va mimer vraiment une relation avec une petite amie, et la version où on va mimer une expérience s'il était dans un porno. Donc c'est vraiment un peu deux opposés. Et donc du coup, la girlfriend expérience, effectivement, le gars, on va essayer de faire en sorte que le temps du rendez-vous, il a un peu l'impression qu'il soit avec sa petite amie. Et du coup, en fait, la quantité de choses que je faisais dans ce cadre-là, je me disais, mais du coup, c'est du taf, hein, genre vraiment, c'est le personnage, ce qu'on fait comme activité, etc. Et de me dire, mais... Comme quoi, par exemple, on se rend bien compte. Ça va être passer beaucoup de temps justement après, après le sexe, où l'autre va être en mode genre c'est la suite de la détente, et on va être genre dans la tendresse, dans l'écoute, dans créer, voilà. Donc il y a eu le moment excitant, et puis là il y a le moment cocon, et on va jouer un petit peu ce rôle de sortir, aller au resto, des choses comme ça. Et en fait, il y a un peu une idée reçue où les gens ils pensent que les clients, ils se font aussi une idée du client. Ils se font une idée de la pute, mais ils se font une idée du client. Que le client, c'est un mec qui n'a pas accès au sexe, en fait, et que c'est pour ça qu'il paye. Et du coup, c'est pas du tout toujours le cas, en fait. Il y a effectivement dans la clientèle des gens qui sont là parce qu'ils ont envie d'avoir une relation avec une meuf et que dans la vraie vie, ça ne marche pas. Mais il y a aussi des gars qui sont là-dedans, qui sont des gars totalement potables, qui ont le capital culturel, social, financier, qui sont beaux gosses, et qui sont juste là parce que ils ont, je sais pas, un kink sur un truc, ou que c'est leur mode de fonctionnement parce qu'ils n'ont pas le temps de dater, et qu'ils se disent, bon, moi j'ai envie de voir des meufs, mais j'ai trop de travail. Et donc du coup, ces gens-là, en fait, passer du temps avec eux à faire semblant d'être leur petite amie, c'est pas désagréable, en fait. Ça, on peut passer du temps au resto, du sexe, de l'aftercare avec un mec qu'on trouve chou, et que même on se dit, ah, c'est un petit peu mon favori. Enfin,
Et il y a tu vois, cette question de se dire: «D'accord, et est-ce que du coup, s'ils payent pas, est-ce que je serai là?» Et de se rendre compte de dire: Bah non, en fait, s'ils payent pas, je serai pas là». Même si c'est au demeurant tout est chouette, tu vois? Enfin, c'est pas, Mmh. les gens imaginent vraiment que la prostitution, c'est vraiment un domaine où en fait, on est en train de se sacrifier pour un gars qui ressemble à rien et dont personne ne veut. Si on a, le privilège de pouvoir dire non, aux gars qui sont pas sympas, qui respectent pas les règles et cetera, en fait, on peut se retrouver avec un taf où on est vraiment content d'être là, en fait. C'est pas forcément pénible, et dire: «Mais c'est pas parce que c'est pas pénible que c'est pas du boulot, en fait». Complètement. Et la girlfriend experience, qui est tarifée, Mmh. dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'elle révèle des relations, hétéros justement? Ouais, bah, qu'on taffe beaucoup trop, c'est ça qu'elle révèle. C'est vraiment, Au-delà de ce qui est monnayé, dans ce qu'on peut imaginer, effectivement, tu dis, la prostitution qui est le sexe. Il y a en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a une multitude de choses qui se monnaient aussi et pour lesquelles il y a un ouais, marché et c'est ça qui est étonnant. C'est de se dire qu'il y a un marché d'hommes prêts à payer pour vivre juste la girlfriend experience, tu vois? Au-delà du sexe, parce que sinon ils prendraient juste la passe, en fait. Et là, ce qu'ils prennent, c'est ils prennent la full expérience. ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un marché pour ça, donc ça veut dire qu'il y a un service pour ça aussi et ouais, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, bah alors j'ai 2 questions, pardon, excuse-moi, parce qu'il y a une autre question qui m'est venue. Pourquoi il n'y a pas de marché pour ça à l'inverse? Et je sais que c'est une question à laquelle tu as déjà répondu dans ton podcast, mais je la trouve hyper intéressante parce que, il y a un marché pour la girlfriend experience, mais il n'y a pas de marché pour la boyfriend experience et pour le sexe aussi, il y a un marché, mais mineur et cetera. Comment ça se fait? Alors il y a le marché des boyfriend experience pour les mecs, du côté gay. Et ça, Exact. c'est un marché qui existe. Mais effectivement, il est très, très, très minoritaire, dans le contexte, de clientes, meufs. Bah, globalement parce que les gars font pas très bien le taf, en fait. Ouais, c'est-à-dire? Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a plusieurs, quand tu regardes la quantité de travail qu'il y a là-dedans, tu pas que la partie technique de qu'est-ce que tu vas faire, comme, pratique, machin et cetera. Il y a le travail de la romance et le travail du fantasme. Ce truc de comment est-ce que tu vas donner envie à l'autre? Et ce travail du fantasme, moi je trouve que c'est celui qui est le plus en retard, parce que autant on a des gars qui commencent à acheter des bouquins, Jouissance Club, super bouquin, où ils apprennent à se dire: «OK, je vais faire des meilleures cunis» et cetera. Autant la question du travail du fantasme, heu, bon, il y a pas encore trop ça, tu vois? Je trouve que les gars, en fait, au-delà de dire, «Tu me fais grave envie», Mmh. c'est pas un domaine très exploré. Donc globalement, quand on est une nana et qu'on se dit: «Tiens, est-ce que j'appellerai un escort boy parce que je sais pas, parce que, ma vie en ce moment c'est de la merde et que du coup je viens encore de vivre une énième, expérience difficile et encore un plan foireux» et cetera. La question c'est toujours c'est: «Est-ce que je vais pas me retrouver avec un mec qui vient, que je paye et où je vais faire le taf de le séduire?» Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et où du coup on se dit: «Bah, en fait, je j'ai pas envie de taffer et de payer pour ça, quoi». C'est genre vraiment, donc en fait, globalement, je dirais, je veux pas m'avancer là-dessus, je suis pas, à ce point une spécialiste de la prostitution masculine, à destination des meufs. Mais je dirais que le marché qui existe est plutôt pour des besoins spécifiques qui sont des Mmh. femmes qui ont besoin d'être rassurées sur le fait qu'elles plaisent, parce Mmh. qu'elles ont vécu des choses, des divorces, Mmh. des maladies, des choses comme ça. Des femmes qui ont, vécu des violences sexuelles et qui ont besoin de pouvoir reconnecter avec quelqu'un qui va vraiment être très à l'écoute du consentement et qui va leur laisser cette place-là. Mmh. Et il y a des mecs qui bossent dans ce domaine-là et qui sont vraiment et qui font un super travail. Mais du coup, déjà, la plupart des meufs, se disent pas: «Je vais payer quelqu'un pour m'aider à dépasser mes traumatismes ou à me ressentir à nouveau», parce qu'une meuf qui a besoin de savoir qu'elle est séduisante, bon, elle va sur une appli de rencontre, en fait. Ouais. Enfin, je veux dire, elle a ça gratuitement déjà. Enfin, les gars sont tellement, intéressés par du sexe, sous toutes sortes de formes qu'en fait, c'est pas très difficile de l'avoir Ouais. gratuitement. Éventuellement, je dirais le seul cadre où peut-être les nanas vont se dire: «OK, là, peut-être je pourrais avoir besoin de quelqu'un», c'est Ouais. la question de l'accompagnement sexuel et vraiment d'un truc, oui, il y a la question aussi des femmes, handicapées. Mais du coup, c'est des marchés entre guillemets «très précis» et Mmh. souvent les gars qui bossent dans ce domaine-là, en fait, ils ont besoin de marketer ça, en fait, de vraiment faire Mmh. comprendre que ce qui va se passer, c'est ça. Ce Mmh. qui va se passer, c'est qu'ils vont être extrêmement à l'écoute de ce qu'elles ont envie, qu'ils vont leur offrir un cadre sécurisé, et pas juste dire, «Je vends du sexe». Je vends du sexe pour un gars, à Ouais. l'attention des meufs, c'est compliqué. Enfin, c'est juste pas un marché très florissant, quoi.
Ouais, moi, ce que je comprends de ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a pas de marché déjà parce qu'il y a pas de formation, en fait, et que tout le travail de fantasme, enfin, autant le travail, technique, comme tu dis, on commence à avoir des choses, des formations qui existent, des vraies formations en ligne que tu peux acheter, mais aussi des bouquins comme Jouissance Club et cetera. Donc il y a quand même une éducation là-dessus, mais le travail de donner envie, de faire rêver, de faire fantasmer les femmes, de manière générale. Ah, on est experte là-dessus, hein, Il y a vraiment. voilà. On est experte là-dessus. Voilà, autant nous sommes expertes là-dessus, autant la réciproque n'est pas forcément vraie. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de formation, enfin, je dis de formation, je reprends un peu le vocabulaire de l'entreprise pour ça, mais ouais, il n'y ait pas de référentiel, de donner envie aux femmes de manière générale. Et puis les gars, en fait, ils vivent dans un monde où on leur donne pas les billes pour, hein, vraiment. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de retours de gars qui disaient je suis dévastée de découvrir ton podcast. Quelles sont les pistes? Et je suis là en mode genre, c'est pas mon taf. Moi, je suis là pour apprendre aux meufs à pouvoir et ça, j'en sais rien. Débrouillez-vous entre vous, faites-vous des colloques, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est un angle mort, en fait. Il n'y a pas de discussion sur le sujet. Et nous-mêmes, en fait, on est tellement pas à l'écoute de notre désir qu'en fait, c'est compliqué de donner des billes aux gars en face. Parce qu'en fait, c'est le premier travail, c'est vraiment ça. C'est de dire, en fait, il va falloir que nous, on ose dire de quoi j'ai envie, qu'on n'ait pas honte de ça. En fait, le truc, il est tellement verrouillé, le patriarcat, il nous a vraiment tellement mis dans des cases qui sont intenables que je pense que la première étape pour démêler ça, tu vois, dans la pelote de laine, là, c'est que les meufs déprogramment le truc où en fait leur désir n'a pas de place. Ouais. Parce qu'en fait, les gars, ils peuvent pas le deviner. Enfin, vraiment, il y a une espèce de truc que je trouve vraiment triste, tu vois, c'est la quantité de gars qui disent j'ai envie de bien faire et qui disent mais en fait qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, c'est ça. Bah, autant on a une idée très précise de ce que pourrait être un fantasme dans la tête d'un homme de par toute la pornographie qui existe. Et alors là, franchement, on a 50 nuances de fantasme, quoi. Il y a pas de sujet et on se donne on a une très bonne idée. On est très très au courant. On est très très au courant de ce qu'est un fantasme. Pas très discret. Voilà, pas très discret ce que c'est qu'un fantasme pour un homme, mais à l'inverse de ce qu'est un fantasme pour une femme. On en a très peu d'images, donc comme tu le dis, même si on veut bien faire, bah, c'est pas forcément facile d'arriver à cette information-là. Et je te rejoins là-dessus complètement. Allez, on va partir, je vais te dire des trucs là-dessus. Allez, tu peux mettre... Je vois que dans ta main, pour celles qui nous écoutent, tu prends 3 boules de vulnérabilité, que tu mets dans ton pot de la vulnérabilité, tu peux. Ouais, alors ce que je vais dire, c'est que... Donc du coup, quand j'étais à ce stade-là, de me rendre compte qu'on faisait beaucoup trop gratuitement et qu'il fallait arrêter de faire ça, j'ai été confrontée au vide. Enfin, vraiment de dire, OK, quand j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a pas grand-chose derrière quand j'arrête. Ouais. Et notamment, la question des fantasmes, c'est-à-dire que mon imaginaire de fantasme, il était colonisé par des fantasmes de violence. Et complètement. Complètement. Vraiment, là, j'étais en mode, je suis une très mauvaise féministe. Et le livre Désirer la violence. Hein. Ouais. Ah oui, mais c'est un problème hyper récurrent de meufs qui disent, je suis giga féministe, et en fait, mes fantasmes sont abominables. Et donc, du coup, j'étais en mode, genre, d'accord, mais il y a quoi en dehors de ça? Et donc, du coup, j'ai vraiment une longue période où j'étais en mode, genre, il n'y a pas grand-chose, c'est un peu ennuyant. Et le cerveau est en plastique. À force qu'il n'y ait pas grand-chose et qu'il s'ennuie, il a fini par trouver des trucs. Mais du coup, en fait, je me rends compte que malgré le fait que je connaisse bien ce sujet, que même je donne des cours sur le sujet, moi, quand je me suis retrouvée... en fait, dans la chronologie du podcast, j'ai des rencontres différentes avec des gens, etc. Il se passe des choses. La fin du podcast arrive quand je rencontre le millionnaire. Ce qui se passe après le podcast, c'est que notre histoire s'est arrêtée, que je me suis remis en couple avec une personne avec qui j'étais avant, du coup, ayant plus de place, est devenue beaucoup plus généreuse dans notre relation, mais que la relation ne fonctionnait pas, en fait, et qu'on s'est donné des chances, mais qu'elle s'est arrêtée. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à zéro en me disant, je connais le process, je sais dater, je l'enseigne à des meufs, on y va, je sais que ça va bien se passer, mais il faut repasser par le process, quoi. Ce gars-là, en fait, il m'a fallu quasiment 1 an d'une relation qui était merveilleuse, avant de me sentir suffisamment en sécurité émotionnelle pour lui parler de certains de mes fantasmes. Okay. Tu vois ce que je veux dire quand il y a ce truc de détricoter, c'est-à-dire qu'en fait, il m'a laissé toute la place de le faire, et malgré ça, il m'a fallu du temps, en fait, pour réussir à dire, en fait, ça, je suis vraiment pas à l'aise de le dire, mais en fait, j'aimerais bien ça. Ouais, c'est clair. Ouais, tu vois le truc? Alors que c'est mon domaine, quoi. Enfin, et que je connais l'engrenage des trucs. Tout à fait. Malgré ça, en fait, ça prend du temps. En fait, et donc, du coup, lui, il aurait pas pu deviner tout seul les trucs que j'ai mis quasi 1 an à lui dire. Donc c'est bien qu'il y avait plein d'autres choses chouettes autour, hein, parce que sinon ça aurait fait une longue année. Mais ouais, cette question de qu'est-ce qu'on désire, en dehors de la question de la violence, qui là du coup est une porte d'accès facile.
Hein, ça, on l'a bien mis. Ouais. Ça, on a le droit de. On a le droit de désirer la violence. On a le droit de vouloir se faire violer. Incroyable, c'est génial. Hein, franchement, on nous donne des super droits. En dehors de ça, il y a plein de trucs qu'on n'a pas le droit de désirer, en fait. Ouais, en dehors des fantasmes BDSM, en fait. C'est ça. Tu vois, d'où t'es pas la dominante, hein, clairement, dans le truc. T'as moyennement le droit de le fantasmer, mais par contre, tous les fantasmes de subir la violence sont limite OK et sont ceux qui viennent le plus facilement et le plus rapidement à une femme quand tu leur demandes, quand elles osent exprimer un minimum leur fantasme. Quoi. On est nourri de ça. On a du soft porn BDSM dans les Disney, tout va bien. Tu vois, c'est vraiment. C'est clair. C'est 50 Shades of Grey, tu vois, toute cette mouvance-là, elle est absolument incroyable. Et j'ai invité Naya Ali dans une autre interview et justement, elle revenait beaucoup sur le fait, toutes les pratiques BDSM et toute la libéralisation des féministes autour des pratiques BDSM, mais qui sont une libération de leur sexualité. Et c'est très bien, mais elle disait, mais oui, mais en fait, Et quoi d'autre ? On s'autorise, voilà, exactement, on s'autorise à désirer des fantasmes d'imagination qui sont placardés sur ce qu'on connaît de la sexualité. Et qu'est-ce que ça dit de désirer la violence à ce point, tu vois, et des hommes qui exercent et qui l'exercent. Et enfin bon, voilà. Donc ça a été aussi un des sujets qu'on a abordé et ça me fait penser à ça parce que c'est un vrai enjeu. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as un espèce de curseur dans ta tête qui mesure systématiquement ce que tu donnes et combien tu donnes ? Je l'ai eu à un moment. Ouais. Je pense pour moi, c'était une étape qui était importante, en fait, de quantifier le truc et de dire c'est énorme, ça devrait pas être ça. Mais c'était une étape. En fait, il y a eu l'étape de je mesure et ça me permet de dire ça, il faut arrêter. Oui. Parce que ça coûte trop cher, en fait. Et que c'est pas tenable, en fait. Le but, c'est même pour la relation, même pour l'autre, en fait, dire si je donne constamment trop, au bout d'un moment, je vais être en burn-out. Et si je suis en burn-out, le truc s'arrête, quoi, en fait. Oui. Donc, il y avait cette étape-là pour visibiliser, me dire, OK, il faut que j'arrête ça. Et du coup, après, il y a eu un autre shift. En gros, passer la phase de je calcule et je me rends compte que je veux plus faire. Il y a eu la phase de qu'est-ce que je fais à la place. Et où du coup, là, ça a été en mode genre, il faut que je mette beaucoup plus de place dans ma vie pour que l'autre fasse, en fait. Si je veux rééquilibrer, il faut que je lui laisse la place de faire. La place de prendre des initiatives, de me séduire, de prendre la part de la charge du travail, de la romance, du fantasme, de la charge du travail sexuel, enfin bref, tout le truc, de la charge du travail ménager, enfin bref, tout, de la charge mentale, et qui prennent la charge mentale. Ça passe d'abord par ne plus faire. Quoi. Oui, ça passe par le truc de ne plus faire. Et ensuite, l'étape d'après, c'était de me dire, en fait, si je veux pouvoir faire cette place-là pour qu'ils viennent là, c'est la question de la distance chaude. La distance chaude, c'est vraiment ce truc de dire, OK, on arrête de faire, donc ça met de la distance. Mais si on arrête de faire avec une distance qui est froide, en mode genre passif-agressif, en mode genre je le fais plus. Bon, à part si on a quelqu'un qui est avec nous depuis longtemps et qui dit d'accord, je vais essayer de faire bien, tu vois, c'est un peu effrayant, tu vois, genre de dire, OK, le gars, en mode genre, est-ce qu'elle a vraiment envie que je sois là ? Donc la question, c'est comment est-ce qu'on met quelque chose de chaleureux au bout de cette distance, et il y a plein de façons de le faire. J'ai une super vidéo gratuite sur le sujet. Qu'on mettra en description. Ah ouais, mais j'adore cette vidéo. Franchement, j'ai l'impression qu'en fait, au fur et à mesure du temps, mieux je comprends mon sujet, mieux je m'éclate en disant j'ai compris un nouveau truc. Oui, mais la distance froide, qui est la distance classique qu'on met, et là on parle du dating, mais c'est le cas aussi dans les couples, hein. J'en ai marre, tu ne fais pas ça, ou j'en ai marre de faire tout le temps ça, j'arrête, et du coup je vais bouder dans mon coin, et du coup tu romps la relation. Ça peut nourrir des ressentiments de ton côté, parce que du coup tu vas avoir le seum que le gars il fasse pas, et donc tu vas t'énerver. Et qui trouve pas comment gérer le truc. En plus on se dit moi je suis fâchée, en plus il trouve pas ce qu'il faut faire, j'en ai ras le bol. Et qui trouve pas tout seul comment faire, voilà. De l'autre côté, lui, ça peut aussi décourager, quoi, le fait de se dire oh là là, bon, j'ai pas envie, ou j'ai peur, ou je m'éloigne, ou même elle s'éloigne, donc oui, des fois elle s'éloigne, ok, je dois respecter sa distance, tu vois. Il y a un truc aussi par rapport au consentement, genre elle m'a dit non, ok, j'écoute, tu vois. Il y a un truc des fois où en fait ça immobilise la situation. C'est ça. Et donc la distance chaude, c'est justement prendre de la distance avec quelque chose au bout. C'est ce que tu nous disais. C'est une invitation. Une invitation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi voilà, l'idée derrière ça, à l'inverse de la distance froide, qu'est-ce qu'on obtient dans la distance chaude ? Ouais. Juste dernier point sur la distance froide, après je repars sur la distance chaude. La distance froide, c'est une distance de saturation, en fait. C'est une distance de on en a ras-le-bol, et en fait c'est la colère qui nous pousse à agir, parce qu'il n'y a que la colère qui arrive à nous sortir de la situation, parce qu'on a tellement été matrixés qu'il faut vraiment qu'on soit en rage pour dire ça suffit, en fait. Donc déjà le truc, c'est que plus on fait les choses en amont,
moins on arrive à ce stade-là. Plus dès qu'il y a un truc un peu inconfortable, on dit « Ah, j'aime pas trop en fait Ouais. ». Moins on a besoin de mettre quelque chose de très froid dedans parce qu'en fait, il y a plus de légèreté aussi dedans. Ce truc d'accumulation, en fait, c'est vraiment c'est vicieux. Hein, ce truc où on surcompense en permanence, on se retrouve dans des situations qui sont abominables. Et comment est-ce qu'on peut garder notre calme quand on est à ce stade-là? Donc ouais, au niveau de cette histoire de mettre quelque chose, une invitation chaleureuse, bah, ça a été un très gros travail de vraiment mettre de la place dans ma vie pour la joie. Et de me dire, OK, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, qu'est-ce qui m'apporte de la joie. Et en fait, être vraiment dans cette posture de plus il y a de la joie, plus je suis contente, et pas plus il y a de la joie et plus je me dis que je mérite pas et je culpabilise, etc. Et plus j'arrivais facilement à mentionner les choses en disant j'adorerais que tu fasses ça, ça me ferait trop plaisir, si blablabla, etc. Et il y avait vraiment un truc qui du coup devenait de plus en plus authentique aussi, parce que moi, le début de Distance Chaude, j'étais en mode genre, enfin, je dise les choses, je sais pas le faire, tu vois, genre il y avait vraiment un truc de pas être habitué à avoir le droit de juste dire mes préférences, tu vois. Et au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus simple. Et même ça a mis du temps entre les débuts où c'était très protocolaire, où je me disais, faute de mieux, je vais faire le protocole. Et le moment où c'était vraiment une seconde nature. Et même là, en fait, je continue de me rendre compte à quel point ça continue de changer, de devenir de plus en plus facile d'accès, de plus en plus simple. Mais C'est un protocole, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est exprimer ses besoins sans rompre la relation, dans une dynamique qui donne envie à la personne en face de répondre à ses besoins. d'une façon super joueuse, je trouve ça fun en fait. Il y a un côté très, très, très jeu en fait. Ouais, jeu et quelque part qui préserve la relation et qui est pas OK, tu m'as pas fait ça, donc j'arrête ou je suis énervée. Et je trouve que ça protège la relation et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce principe de distance chaude. Et ce que je retiens aussi de ce que tu viens de dire, c'est le fait d'avoir appris à nourrir mes propres besoins a fait que du coup j'en attendais moins de l'autre et donc j'étais aussi plus capable de laisser cette distance. Et c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est le fait de savoir moi-même combler beaucoup plus mes propres besoins, font que je suis beaucoup plus capable de m'éloigner de l'autre parce que j'en attends moins quelque part, ou en tout cas je suis dans une certaine mesure capable de combler beaucoup de ses besoins, quoi. Ouais, il y a un rapport avec l'autonomie. Des fois, on va développer de l'autonomie parce qu'en fait, on n'a rien d'autre. On est obligé d'être autonome parce que personne n'est là pour nous soutenir. Et là, c'est une autonomie un peu vénère, tu vois, en mode genre, je dépends de personne. Alors que quand c'est une autonomie en mode genre, je fais juste ça parce que je kiffe, en fait, pourquoi j'aurais pas le droit de me le faire moi-même, tu vois, enfin, il y a un truc un peu comme ça. Ça fait qu'il y a quelque chose qui est moins verrouillé à l'autre, en fait. La raison pour laquelle on fait semblant que ça ne nous coûte pas, qu'on essaie d'anticiper tout ce que l'autre fait, etc., c'est parce qu'on est hyper dépendante de l'autre, en fait, et qu'on se dit, en fait, j'ai pas le choix. Dépendante en quoi ? Il y a la dépendance à la validation, mais quand les couples sont installés, de se dire, mais en fait, si je prends le risque de lui déplaire, et que du coup, ils se disent, bon, ça vaut pas le coup, je me casse, mon monde s'effondre. Alors que quand, en fait, ton monde est déjà incroyable et que le gars, c'est la cerise sur le gâteau, le gars a beau l'air très très chouette, tu vas pas en fait te sacrifier parce qu'il faut à tout prix que le gars soit satisfait dans tout, sinon en fait risque de mort, tu vois. Enfin, il y a une espèce de truc un peu de pas être dans cette autonomie de en fait j'ai besoin de personne, donc personne ne peut rien faire pour moi parce que même ça ce serait un peu stressant. C'est vraiment juste une autonomie saine, tu vois, Oui, c'est plus facile dans ce contexte de dire non, en fait. C'est plus facile carrément. de poser ses limites aussi Et quand... d'être moins froide aussi, tu vois. Il y a un truc en mode genre, ah ouais, t'es pas dispo, tant pis pour toi. Tu vois, genre, moi j'ai des trucs fun à faire, tu vois. Enfin, c'est... Ouais. J'ai une dernière question à te poser. Tu as donné Enfin, toi, aujourd'hui, tu accompagnes les femmes à créer des relations plus saines, plus équilibrées, plus autonomes, dans lesquelles elles ont leur espace, elles créent les distances pour à la fois s'autonomiser, mais aussi obtenir de leur relation un équilibre qui est juste. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes clés? J'imagine que tu ne vas pas nous refaire toute ta formation, là, ta masterclass. Tu as parlé de la Est-ce que vous avez 5 heures Voilà, est-ce que vous avez 5 heures? Donc, allez voir dans la description, on vous mettra toutes les vidéos d'Elie. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller voir son podcast. Mais globalement, aujourd'hui, si en partant, on doit donner quelques clés à celles qui nous écoutent, parce que tout ce qu'elles donnent dans des relations sont aussi ce qu'elles ne se donnent pas elles-mêmes et ou à leur travail. On parle beaucoup d'entrepreneuriat sur le divan des patronnes. Mais en fait, elles me disent toujours, j'ai pas le temps, j'ai trop de charge mentale, j'y arrive pas, j'ai pas le temps de publier, j'ai pas le temps de parler de mon business, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça. Mais c'est aussi parce qu'elles endossent toute cette charge-là personnelle. Le but étant de se dire que ce temps-là, elles peuvent le mettre à profit évidemment de leur entreprise, mais aussi d'elles-mêmes. Et donc, voilà, le sujet du temps et de la charge mentale, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, si toi, tu devais décrire un parcours sur comment est-ce qu'on apprend
quand on est en couple ou quand on ne l'est pas, à créer des relations plus équilibrées, plus justes, où on n'est pas, on fait pas 80% du taf et les mecs 20%, mais plutôt 50-50, voire, voire 40-60, voire 20-80 dans l'autre sens. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on rééquilibre ça? Ce serait quoi les grands jalons que toi t'enseignes dans le parcours? T'en as parlé un petit peu, hein. Bah, je dirais qu'il y a un côté. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu un switch quand j'ai compris que les mecs bien, les gars qui n'étaient pas là pour nous exploiter, qu'ils avaient beaucoup de joie à voir qu'ils avaient bien fait le taf. Tu vois, qu'ils sentent qu'ils avaient eu, enfin, qu'ils avaient réussi, tu vois, à faire un truc trop chouette pour nous. Voir ça, ça m'a permis un peu, tu vois, de lâcher le truc de le 50-50, de ce qui est juste, c'est qu'on fasse tous les deux la moitié des choses, parce qu'en fait, quand on fait tous les deux la moitié des choses, en vrai, avec nos biais, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vus, on se retrouve, on n'est pas du tout à la moitié. Mais de plus chercher à me dire, je fais les choses parce que c'est juste que je les fasse. Il y a un côté vraiment de dire, en fait, si le gars, il kiffe que je sois heureuse, je vais lui en donner pour son argent. Je vais le laisser me faire kiffer, quoi. Tu vois, il y a une espèce de truc où, en fait, ça déplace un petit peu la question de qu'est-ce qui est juste. De se dire, en fait, ce gars-là, s'il a envie de m'avoir dans sa vie, bah pour lui, c'est trop chouette, en fait, de me voir kiffer la life et pas être en train de ramer, galérer, etc. Enfin, genre, que je lui laisse ce plaisir-là. En fait, je lui fais presque un cadeau en le laissant me faire plaisir, tu vois, il y a un truc comme ça. Et ça, c'est un truc que j'ai vu par rapport à la question du taf. C'est que j'avais vraiment cette notion de, tu vois, le taf, c'est ma partie où, en fait, je suis en autonomie, je suis une femme forte, qui ramène des sous, machin, etc. Les moments où j'ai commencé à appliquer ce que je faisais pour les impliquer dans la romance, dans le travail du fantasme, etc., de dire, et si je faisais la même chose pour le taf, qui est juste de mentionner ce que je traverse, que des fois il y a des trucs qui sont compliqués, que des fois il y a des trucs où j'ai pas trouvé de solution, que des fois et le voir ce qu'il propose, en fait, tu vois, genre, et même pas, moi ce que j'ai trouvé incroyablement relaxant, c'est de me dire j'ai même pas besoin de trouver les solutions. Parce qu'avant, en fait, il fallait que je réfléchisse à tout ce qu'il y avait à gérer, que je me dise, ok, quelle est la solution? Comment je dois argumenter cette solution pour avoir l'adhésion de l'autre? Épuisant, genre épuisant. Et là, de me dire, en fait, j'ai juste arrivé à dire, voici mon problème, je me sens pas très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Et le laisser faire le taf, de me faire plein de propositions, de me dire ça. Ah ouais, je comprends pourquoi tu dis ça, mais c'est pas trop ça. Ça, ah ouais, ce serait génial si on faisait ça. Et tu vois, genre, là, tu vois, c'est de dire, en fait, je lui laisse faire le taf, mais je lui laisse aussi prendre la charge de trouver des idées, tu vois, de réfléchir au truc. Et en plus de ça, alors ça veut pas dire que je suis obligée d'accepter tout ce que l'autre me propose, tu vois, des fois il me propose des trucs où je dis ouais, ok, je comprends, mais non, moi ça m'arrange pas. Mais en fait, quand c'est l'autre qui est en mode genre ah ouais, elle a l'air pas bien, comment est-ce que je pourrais faire pour lui rendre la vie plus facile, en fait, quand c'est lui qui a une idée, en fait, il est partant à 100% pour y aller, tu vois, je n'ai pas besoin de le convaincre pour venir m'aider, tu vois, je suis en mode genre. Et c'est son idée. Oui, et moi, mon seul but là, mon seul travail, c'est d'exprimer toute la joie que ça m'apporte, cette partie du taf, et genre, et c'est du travail. Oui, Hein, vu là où on part, c'est du travail, de déconstruction, du travail intérieur, tout ça. Mais dire voilà, le 50-50. Je vais laisser me trouver une super solution, et moi j'ai fait le taf d'accepter avec joie sa proposition de me rendre la vie facile. J'adore. Franchement, j'aime trop et j'adore le devoir que tu m'as donné. Et je invite toutes celles qui nous écoutent à prendre ce devoir aussi. C'est d'arriver ce soir avec, bah voilà, quel est mon problème. Et juste, en fait, pas de dire j'ai besoin que, juste dire, ah ouais, bah voilà, j'ai rencontré ce problème-là, et voir ce qui se passe. Et je me sens pas bien avec ça. Et je me sens pas bien avec ça. Ah oui, ça et c'est bien. Et j'ai testé plein de choses. J'étais pas en mode, t'es pas obligée d'être la demoiselle en détresse qui est trop débile, qui a aucune idée. Tu dis, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé ça a pas marché. Et le truc est toujours pas réglé, je sais pas quoi faire. Ouais, juste te plaindre et ou bah, expliquer, mais non mais c'est très bien, hein, ce que tu as testé, ce que tu as essayé, et juste voir ce qui se passe, au lieu de dire il m'est arrivé ça, donc la prochaine fois il faut qu'on fasse ça. Waouh, ok, ça paraît simple comme conseil, mais je pense que c'est souvent, c'est souvent dans. Moi j'adore quand on me donne des conseils de les mettre en application tout de suite, donc sache que ce soir. Tu vas penser quel est mon problème? Ouais, en sortant là, je vais réfléchir à mon problème du moment et je vais essayer juste de faire ce petit exercice de dire, c'est pas qui n'est pas je veux ça, mais voilà ce que je vis, voilà ce que je traverse, voilà ce qui m'arrive, et laisser l'autre aussi faire sa part du chemin.
Merci beaucoup, Ellie. C'était absolument incroyable cette conversation, tellement différente de tous les sujets que j'ai l'habitude d'aborder. Donc, merci d'avoir livré une partie de toi, de qui tu es, de ta vie, de ton podcast, de tout ce que tu as traversé. Merci de la qualité du contenu que tu crées. Je pense que c'est rare. Comme tu le disais, on a traité des sujets de charge mentale domestique, des sujets de charge mentale salariale, mais tu fais partie des rares personnes à aussi traiter la charge mentale de l'intime au sens large et du couple au sens large. Et pour moi, c'est un sujet qui est aussi important que tout le reste, parce que traiter le reste et dire aux femmes, oui, il faut que tu arrives à facturer plus cher, ou tu arrives, en plus de tout ce que tu fais, à poster sur LinkedIn, qui est moi ce que j'enseigne, en fait, c'est omettre et négliger tout ce qu'elles vivent dans leur foyer, chez elles, et ça fait que rajouter un problème supplémentaire, ça fait que rajouter une tâche en plus, et elles sont déjà très fortes, très efficaces. C'est juste aussi tout ce qui se passe dans les foyers qui fait que elles naviguent aussi avec ça et malgré ça. Donc merci d'avoir visibilisé ces sujets-là qui, je pense, sont extrêmement importants. Je vais t'offrir un objet qui est très important pour moi, puisque c'est l'objet avec lequel je commence ma journée, l'objet avec lequel je termine ma journée. Le matin, j'y écris 3 pages manuscrites. J'écoute mes pensées. Donc j'écoute simplement mes pensées et je les note. Ensuite, c'est un objet sur lequel je vais mettre mes to-do. Donc je suis quelqu'un qui a tendance à oublier facilement les choses, ou qui a un manager interne qui a tendance à rajouter des tâches sur des tâches sur des tâches. Donc j'essaie d'avoir des to-do quand je commence ma journée qui sont assez carrés, parce que sinon elles font que augmenter, ou à l'inverse j'oublie des choses. Et le soir, c'est aussi un objet sur lequel je vais dire ce dont je suis fière dans ce que j'ai fait. Et parfois, je vais même dessiner. Donc, c'est un objet qui est à la fois un objet d'introspection, de créativité et de productivité. Et c'est un objet qui m'accompagne partout, toute la journée. J'en ai plein de formes, de plein de couleurs. Et cet objet, c'est un carnet. Et donc, je t'offre le carnet du divan des patronnes, qui n'est pas du tout spécifique, mais peut-être qu'un jour on en aura un spécial divan des patronnes. Mais c'est un carnet sur lequel tu pourras, toi, créer, produire, enfin bref, en faire ce que tu veux. Et c'est un objet qui me tient à cœur, puisqu'en plus il est déconnecté des écrans, etc. Dans les rôles de créatrice de contenu que nous avons, on n'a pas eu le temps de faire le tour de ce sujet-là. Mais en tout cas, je sais que c'est important aussi d'avoir des espaces de déconnexion. Donc voilà, je tenais à t'offrir ce cadeau. Merci. Ellie, où est-ce qu'on te retrouve? Sur les plateformes de podcast, en tapant Cœur de Michto. Donc je crois qu'il y a Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Et sur Instagram, en tapant mon pseudonyme Ellie Estrel, Ellie.estrel. Et là, on me retrouvera. Avant, c'était Cœur de Michto, et après, j'ai changé. J'ai dit peut-être je vais mettre mon nom au lieu de mettre Cœur de Michto. Ça, c'est un conseil de ouf. Les meufs ont souvent tendance à utiliser le nom de leur projet à la place de leur nom. Du coup, après, on ne les connaît pas. Oui. On ne sait pas qui c'est. Oui. Anonyme est une femme. Exactement. Donc j'avais une proche qui m'avait dit ça en me disant « Tu n'es pas Cœur de Michto, tu es Ellie Estrel ». Je fais « Oui, c'est vrai ». Oui. Donc j'ai changé de nom. On sait à quel point les noms des femmes ont été effacés des histoires. Ah, mais on le fait nous en premier, en fait, genre vraiment, faut qu'on arrête. C'est clair. Merci beaucoup. On mettra tous ces liens en description, en plus de ta vidéo sur la distance chaude, que je recommande chaudement, justement, puisque je l'ai moi-même regardé, lu, etc. J'ai vu le truc, genre le mail est ouvert, et j'ai vu le petit que tu avais cliqué dessus. Je connais la vidéo. Yes. Comme d'habitude, dans le prochain épisode du Divan des Patronnes, d'ici là, restez connectés. Il y a la newsletter dans le lien en description. Et gardez la fraîche, ramenez vos fraises, et à la prochaine. Si tu as aimé cet épisode du Divan des Patronnes, il y a 2 choses très importantes que tu peux faire. Abonne-toi à la newsletter pour avoir les bonus de chaque épisode, accéder à la communauté du Divan des Patronnes et être informé des prochaines sorties. Le lien est en description. La deuxième chose que tu peux faire, si tu veux vraiment m'aider dans le lancement de ce projet, c'est de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et surtout de me dire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce qui me permet de te proposer le meilleur contenu à chaque fois. Et quand j'ai un petit coup de mou, je relis ces commentaires pour me donner de la force. Alors, merci pour ton écoute et à très vite.